Les escrocs, les plus sournois de tous les criminels. Charmants, froids et calculateurs, ils trahissent et ruinent des vies, tout en restant une parfaite énigme. Nous allons explorer le monde mystérieux de ces grands criminels, en vous donnant un aperçu inédit du fonctionnement de l'esprit complexe de certains des escrocs les plus rusés au monde. Nous révélerons les détails et les subtilités de leurs crimes élaborés, et nous découvrirons ce qui a conduit à leur condamnation. Dans cet épisode, l'histoire d'un escroc qui a profondément choqué la nation. Robert Andy Frigard a menti et a convaincu ses proies qu'il était un agent secret du MI5. Croyant que l'IRA voulait les tuer, ses victimes ont payé le prix ultime pour sa fausse protection, non seulement de l'argent, mais aussi un contrôle total qu'il exerçait sur leur vie. On ne peut pas nier que Robert Andy Frigard est un escroc hors pair. Pendant près de 10 ans, Robert Andy Frigard a transformé ses victimes en marionnettes, réalisant ses fantasmes malsains à la James Bond pour les séduire, les dénigrer et les humilier tout en acquérant une fortune d'1 million de livres sur leur dos. Je suis un espion du MI5, n'en parlez à personne. Il leur prenait de l'argent, oui. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi de contrôle. Le jeu d'espion diabolique de Robert Andy Frigard était si impitoyable, sadique et cruel que la presse l'a surnommé le roi de l'arnaque. Il était un des meilleurs escrocs de Grande-Bretagne. À sa naissance, le 1er mars 1971, le tristement célèbre Robert Andy Frigard s'appelle simplement Robert Frigard. Il a grandi dans le Derbyshire. Et dès son plus jeune âge, il y avait une différence entre Frigard et les autres enfants de l'école. Son institutrice, Rita Taylor, s'en souvient parfaitement. Il semblait assez étrange par rapport aux autres garçons de la classe, je dois l'admettre. Je sentais toujours son regard dans la classe, il observait intensément. Il vous fixait, impassible. Et d'habitude, avec les garçons, ça ne se passe pas comme ça en classe. Lui, il s'asseyait, croisait les bras et me regardait, sans broncher. Robert était un petit garçon charmant et très beau, avec ses cheveux bouclés. Et oui, il vous souriait lorsque vous passiez la porte, et il semblait pouvoir jouer avec n'importe qui s'il le souhaitait. Mais il a dit à son ami Michael qu'un jour il serait très important et qu'il ferait quelque chose de très important dans sa vie. Frigard a quitté l'école à 15 ans sans diplôme et a passé une grande partie de sa jeunesse à travailler comme ouvrier. En 1992, sa première petite amie, Alison, a mis fin à leur relation après qu'il lui a volé 600 livres. Henry Frigard a manifestement commencé très tôt. La première relation qu'on lui connaît n'a pas été sans problème. Il a volé de l'argent à sa petite amie et a également été accusé de tentative d'enlèvement. Apparemment, il est devenu obsédé par elle. Il s'agit donc clairement d'un homme qui se sent supérieur et qui aime avoir le contrôle. Il veut contrôler ses finances, il pense qu'il en a le droit, il veut la contrôler. Les accusations portées contre Frigard n'ont jamais abouti à une peine privative de liberté. Et 1 an plus tard, en janvier 1993, le vagabond s'est retrouvé à travailler dans un pub de Newport. C'est là qu'il conçoit son personnage d'escroc, le personnage totalement fictif d'un agent secret du MI5 qui traque les cellules terroristes de l'IRA. C'est dans cette ville tranquille et ce pub sans prétention, que Frigard a préparé son escroquerie tordue, qui 10 ans plus tard, lui donnera le surnom d'escroc le plus diabolique de tous les temps. Le pub était fréquenté par John Atkins, Maria Andy et Sarah Smith. Robert Frigard a plus ou moins assumé le rôle de propriétaire à un moment donné, puis s'est lié d'amitié avec ses étudiants et a commencé à les escroquer. C'est un groupe de personnes qu'il a rencontrées et chez qui il perçoit manifestement une certaine vulnérabilité. Vous savez, ils viennent d'une petite école d'agriculture. Il pense pouvoir les manipuler et il a raison. L'incroyable escroquerie de Frigard avait un fondement plausible dans le contexte de la société britannique de l'époque. En 1992, l'IRA a fait exploser 3 bombes à Londres, faisant 4 morts et 124 blessés. En décembre 1992, un mois avant que Frigard ne commence son jeu d'espionnage, l'IRA a fait exploser 2 bombes dans le centre-ville de Manchester, faisant 2 morts et 60 blessés. Même la ville de Newport, d'apparence tranquille, avait ses propres raisons d'avoir peur. La mort d'un étudiant de Harper Adams dans une embuscade a révélé qu'il était un trafiquant d'armes de l'IRA.
La menace terroriste faisait partie de la vie quotidienne, et était bien réelle. Frigard a profité des craintes, et de la paranoïa des étudiants. Évidemment. Dans une école agricole, vous avez accès à des engrais, qui sont les composants de base d'une bombe. Frigard n'était donc pas vraiment là en tant que propriétaire, il était là sous couverture en tant que propriétaire de pub, parce qu'il pouvait ainsi rencontrer les étudiants que le MI5 surveillait. Et il a beaucoup de chance à certains égards, car l'université a effectivement été utilisée par l'IRA. Donc il y a déjà une histoire plausible, il y a un atout pour lui, et de toute évidence, il l'utilise à très bon escient. Nous sommes en 1993. Nous savons très bien qu'à cette époque, l'IRA était très active dans cette région. Les terroristes de l'IRA inquiétaient, car le Royaume-Uni était la cible de leurs attaques. Et il a su en tirer parti. Il a exploité cette peur et ses effets ressentis à l'époque, et pendant une décennie, il l'a perfectionné, encore et encore. Il l'a maîtrisé. Il a donc combiné la réalité et la fiction, ce qui est très convaincant, et vous pouvez comprendre comment les gens, dans cet environnement et cette ambiance, ont pu commencer à croire qu'il était ce qu'il disait être. Mais la clé de son succès réside dans le fait qu'avant de commencer à tisser sa toile de mensonges, Frigard s'est lié d'amitié avec ses premières victimes, les étudiants Maria Handy, Sarah Smith et John Atkinson. En plus de passer du temps avec le trio, il entame une relation avec Maria et emploie John au pub. Et Frigard a rapidement plongé John dans son monde imaginaire d'espions infiltrés et de cellules terroristes. C'est à John qu'il a raconté pour la première fois qu'il était un espion. Il avait en effet demandé à John de commencer à surveiller plusieurs étudiants. Car selon les dires de Frigard, ils étaient soupçonnés d'être des membres de l'IRA. Il s'agissait de jeunes gens qui allaient à l'université, avec la perspective de travailler dans le milieu agricole, ce qui n'est pas le travail le plus passionnant au monde. Et soudain, vous avez un type qui dit « Je suis un agent du MI5, je travaille pour la branche spéciale ». Vous voyez, l'espionnage. Ils ont probablement regardé des films de James Bond. Et cela leur a probablement semblé assez prestigieux, assez fascinant, un monde tout à fait différent auquel ils n'auraient normalement pas eu accès. Le pouvoir de persuasion de Frigard a fonctionné sur John Atkinson. John a cru aux mensonges farfelus de son nouvel ami, et séduit par l'idée d'accomplir son devoir patriotique, il a accepté de rejoindre la croisade du faux James Bond. Mais la volonté de l'élève d'adhérer à cette fiction complexe a rapidement permis à Frigard de profiter du pouvoir que ces mensonges tordus lui conféraient. Il a entrepris d'humilier et d'abuser de John sous prétexte de s'assurer que l'étudiant était qualifié pour travailler en tant qu'espion sous couverture. Frigard a demandé à ses étudiants, en particulier à John, de participer à des cérémonies d'initiation et toutes sortes d'actions très étranges. En fait, à un moment donné, il l'a même frappé pour voir à quel point il était résistant. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est peut-être sa façon de tâter le terrain, de voir jusqu'à quel point il peut manipuler et contrôler ces jeunes. Sa première victime, John, a été soumise à une série d'épreuves humiliantes, dont une grande partie concernait sa sexualité. Il devait s'habiller de manière efféminée et dire à d'autres personnes qu'il était homosexuel. Tout cela a beaucoup amusé Robert Handy Frigard, qui a sans doute aussi dû en tirer un plaisir sexuel. S'il vous dit le contraire, je pense qu'il ment. Frigard découvrait à quel point ces mensonges avaient une emprise sur John et utilisait ce contrôle de manière abusive. Ainsi, fort de son premier succès, Frigard s'est concentré sur les filles, Sarah Smith et sa nouvelle petite amie Maria Handy. Il allait les piéger avec son escroquerie du MI5. À venir, en plus des coups tordus et des jeux de pouvoir, Frigard utilise sa réalité déformée pour s'enrichir lorsqu'il transforme son escroquerie à la James Bond en quelque chose de beaucoup plus sinistre et dangereux. Ma couverture a été détruite. Votre couverture a été détruite parce que vous êtes lié à moi. Les tueurs à gages de l'IRA sont après vous, l'assassin est à vos trousses. Nous devons partir. Ce cas est, au sens propre du terme, unique. Robert Handy Frigard est l'escroc tordu qui a inventé le personnage d'un agent du MI5 pour soumettre ses victimes à ses moindres caprices et à tous ses ordres, en leur faisant croire qu'elles étaient traquées par l'IRA. C'était un professionnel. C'était un escroc professionnel. Ce n'est pas qu'un vol d'argent, mais aussi des morceaux de leur vie. Cet homme est un fraudeur, un psychopathe et un sadique. En 1993, Robert Frigard s'est lié d'amitié avec 3 étudiants en agriculture.
il a réussi à envoûter l'un des étudiants avec ses mensonges. John Atkinson pensait que Frigard était un espion du MI5 qui surveillait les terroristes de l'IRA dans son université. Ayant le contrôle total de John Atkinson, les ambitions tordues de Frigard grandissent et il veut endoctriner les amis de John, Maria Handy et Sarah Smith, dans son monde déformé et fictif. Juste avant le début de leurs examens, il a dit à John que l'IRA avait découvert son existence. Et par association avec John, celle de Maria et de Sarah. John pense que sa vie, et par procuration celle de ses amis, est en danger de mort. En réalité, tout cela n'était que le fruit de l'imagination tordue de Frigard. Mais John, voulant sauver ses amis Sarah et Maria, a suivi les instructions perverses de Frigard en leur mentant et en leur disant qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale. Frigard lui a ordonné de poursuivre en disant que sa dernière volonté était de partir en vacances avec elle. Les filles, dont l'ami était manifestement malade, voulaient participer, l'aider et passer du bon temps avec lui, ce que l'on peut comprendre. Mais une fois qu'ils ont tous quitté leur environnement familial, les lieux qu'ils connaissaient bien, il a pu commencer à leur mettre la pression. Frigard avait réussi à éloigner les 3 étudiants, John, Sarah et sa petite amie Maria, de leur zone de confort. Et maintenant isolés et loin de chez eux, il leur a raconté son mensonge le plus cruel jusqu'à présent, en prétendant que la véritable raison de leur voyage était que leur tête était mise à prix. Ils étaient poursuivis par des tueurs à gages de l'IRA, et ne pouvaient donc pas rentrer chez eux et devaient fuir. Tout ceci était un mensonge. Aussi audacieusement farfelu que l'histoire puisse paraître, Frigard a bénéficié d'une chance perverse. Sa révélation a été suivie quelques jours plus tard par l'attentat à la bombe de l'IRA à Warrington, qui a tragiquement tué 2 enfants. Isolés, apeurés et effrayés, les étudiants ont cru au cruel mensonge de Frigard. Et il a raconté un mensonge si extrême qu'ils ont probablement pensé qu'ils devaient le croire. C'était si insolite que ça ne pouvait qu'être vrai. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal ? Il leur a dit, en fait, j'ai perdu ma couverture. Votre couverture a été détruite parce que vous êtes liés à moi. Les tueurs à gages de l'IRA sont après vous, l'assassin est à vos trousses. Nous devons partir maintenant, nous devons aller dans un lieu sûr. C'est ainsi que vous leur donnez un ultimatum. Et ils seraient poussés à faire des choses, qui si vous preniez le temps de vous asseoir et d'y réfléchir à froid, sont manifestement ridicules. Mais vous n'avez pas le temps d'y réfléchir, vous êtes sous pression. Et la seule personne de confiance qui pouvait les aider, c'était bien cet homme. Et c'est ce qui leur a fait miroiter. Ils ne pouvaient aller nulle part ailleurs, ils ne pouvaient se tourner vers personne d'autre que lui à ce moment-là. Se cachant désormais à Sheffield, Frigard contrôlait totalement ses proies et pouvait commencer à gagner des sommes colossales sur le dos des étudiants grâce à ses mensonges. Frigard a expliqué aux étudiants que si le gouvernement finançait directement leur mission, la piste de l'argent pourrait mener l'IRA directement jusqu'à eux. Ainsi, jusqu'à ce que le danger soit écarté, les étudiants devaient contacter leur famille et mendier. Et les étudiants ont mendié comme si leur vie en dépendait. Au total, John Atkinson a fini par remettre 390 000 livres venant de sa famille, et Sarah Smith a donné à Frigard son héritage de 188 000 livres. Les étudiants ont été amenés à croire qu'ils seraient remboursés avec des intérêts, mais qu'en attendant, l'argent les aiderait à rester en sécurité et, plus important encore, en vie. En lisant les reportages sur l'affaire, on se dit, comment ont-ils pu se faire avoir comme ça? Parce que nous rêvons tous d'un peu de romantisme, d'aventure et d'adrénaline dans notre vie. Et puis, une fois que l'on a commencé, il est difficile d'arrêter. Il a commencé à tirer quelque chose de positif de toute cette escroquerie lorsqu'il a persuadé ces jeunes de contacter leur famille, et dans certains cas, de commencer à retirer d'énormes sommes d'argent. Il disait qu'il faisait partie d'un programme de protection des témoins, mais que le gouvernement ne devait pas être vu en train de donner de l'argent pour ce programme. Il leur demandait donc de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Il tenait un compte des sommes d'argent qu'on lui donnait. Et quelques années plus tard, le gouvernement lui rembourserait l'argent. Parce que l'excuse semblait être que si le gouvernement leur donnait de l'argent, alors cet argent pourrait être tracé. Et alors il pourrait être retrouvé. Sarah disait qu'il savait des choses qui la poussaient à le croire. Ainsi, par exemple, il savait qu'elle avait un héritage, et il savait apparemment à combien s'élevait plus ou moins cet héritage, ce qui l'a amené à penser qu'il tenait ces informations de quelque part. Donc, soit il a été chanceux, ou très prévoyant. Soit il a réussi à s'informer auprès de Sarah. De telle sorte qu'elle ne s'en serait pas rendue compte. Ils s'étaient tenus en haleine. Ils pensaient qu'ils devaient faire tout ce qu'il fallait pour leur propre survie, mais aussi pour celle de Frigard,
parce qu'il était la personne qui les contrôlait et qui, dans leur esprit, les protégeait. En juin 1993, Maria était enceinte du premier enfant de Frigard, qui avait trouvé à Sarah et John des petits boulots à Sheffield pour financer leur protection. Tout ce que les deux étudiants gagnaient était remis à Frigard, et il leur était interdit de discuter de leur situation, même entre eux. Pour eux, Frigard voyait tout, savait tout et était partout. Son pouvoir sur les étudiants est absolu. Il a même obligé Sarah à ouvrir un compte bancaire au nom de Maria, de sorte que chaque centime gagné par Sarah allait directement à Frigard pendant qu'elle vivait dans la pauvreté. Il leur a trouvé des emplois et un appartement, juste à côté de Sheffield, je crois, où ils travaillaient sous des noms d'emprunt. Il est donc allé jusqu'à les éloigner complètement des vies qu'ils avaient antérieurement. Ils en sont probablement arrivés au point où ils ont presque oublié ce qu'étaient ces vies. Ils vivaient complètement dans cette nouvelle vie qu'il avait créée pour eux. Sarah a exercé plusieurs emplois. Elle travaillait sous le nom de Maria Handy, et l'argent était versé directement sur un compte bancaire au nom de Maria Handy, sur lequel Frigard prélevait l'argent, car Maria n'était pas autorisée à avoir de l'argent pour elle-même. Frigard a également commencé à adopter un double nom, en incorporant le nom de famille de Maria Handy. Frigard n'a pas pris d'argent à Maria. Maria a vécu en tant qu'épouse de Frigard, prisonnière de leur appartement pendant que son amant lui mentait en disant qu'il était en mission pour le MI5. Maria a donné naissance au premier enfant de Frigard en 1994, et la cruauté de l'escroc à son égard s'est manifestée sous une forme totalement différente. La relation entre Maria et Andy Frigard présentera des caractéristiques communes à toute relation caractérisée par la violence domestique. Elle est contrôlée. Elle marche, très probablement sur des œufs, et se demande ce qu'il faut faire pour qu'ils soient heureux, mais elle pense aussi que le fait de le rendre heureux la maintient en vie. C'est très, très puissant. La pauvre fille était sans doute complètement désorientée à ce moment-là. Elle a aussi des enfants avec lui. Elle veut aussi garder ses enfants en vie. Elle se trouvait dans une situation impossible à bien des égards. Maria étant complètement isolée de ses deux amis, Frigard ne tarde pas à décider de séparer Sarah et John. Frigard a envoyé John dans le Derbyshire et Sarah est restée à Sheffield. Les proies de Frigard étaient désormais isolées et seules. Il les avait exactement là où il voulait. Des marionnettes pour nourrir son ego et financer ses fantasmes. Les étudiants étaient tellement dépendants et effrayés que Frigard pouvait vivre indéfiniment ses illusions tordues du MI5, en profitant du pouvoir et des fonds que les étudiants lui donnaient. Au cours des 5 années suivantes, Sarah et John travaillent dans l'ombre, tandis que Maria vit pratiquement recluse, et élève les deux enfants de Frigard. Le faux espion avait fait l'incroyable, il avait manipulé et abusé de 3 adultes intelligents, jusqu'à ce qu'il les tienne complètement sous son emprise. Une fois qu'il a eu ces jeunes étudiants sous son contrôle, le fait qu'il fasse ce qu'il leur demandait, quoi qu'il leur demande, le fait qu'il ait ces marionnettes qu'il pouvait contrôler, ça a dû lui donner une impression d'autorité absolue. Tout ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il obtenait. En fait, ce qu'il obtenait, c'était un mode de vie très agréable, qui lui permettait d'être plus convaincant. En tant qu'agent du MI5, vous savez, il a pu utiliser l'argent pour acheter des costumes, des voitures. Mais on peut aussi se demander s'il n'était pas lui-même un peu convaincu, parce qu'il s'enfonçait de plus en plus dans son fantasme. Il s'appropriait de plus en plus son personnage de James Bond. Il avait des costumes et des voitures de luxe. Tout cela fait partie de ce que l'on appelle la mise en scène, où l'on adopte le personnage, ce qui nous rend beaucoup plus plausible. Il avait la bonne apparence, et c'est la moitié du travail. Après avoir dépensé les économies de Sarah et John, Frigard a pu dépenser son argent à sa guise et vivre de manière extravagante son fantasme pervers de James Bond. Pendant que ses victimes, elles, vivaient dans la misère. Maria vivait dans la peur, prisonnière avec les 2 enfants de Frigard. Parallèlement, craignant pour leur vie, John et Sarah essayaient d'être invisibles, de ne pas se faire remarquer. Il faut tenir compte de l'aspect psychologique. Que leur a-t-il refusé? Il leur a refusé l'accès à leur famille. Il leur a refusé l'accès à leurs amis. Il leur a refusé l'accès à leur passé, à leur emploi, à leur argent. Il a changé leur apparence. Il a changé ce qu'ils mangeaient, où ils vivaient, qui ils fréquentaient, avec qui ils pouvaient parler. Finalement, ils vivaient par procuration à travers lui. Il était leur seul point de référence.
Et bien sûr, en tant qu'espion, il avait accès à une force létale. Il les menaçait. Il menaçait de les tuer ou de les faire tuer par d'autres agents s'ils ne faisaient pas exactement ce qu'ils disaient. La combinaison du contrôle et du déni de ce qui vous est familier, associé à des menaces de mort, est un cocktail très puissant. On peut presque le voir, je pense, développer ses pouvoirs de super escroc au fur et à mesure du temps. On peut presque le voir réaliser l'étendue de son pouvoir et en repousser les limites, parce qu'il commence par dire « D'accord, c'est un gros mensonge, mais ça n'ira pas plus loin ». Et puis je pense qu'on peut l'imaginer en train de se dire « Eh bien, ils y ont cru. Vous savez, je peux dire tout ce que je veux et ils y croiront. Il suffit que je le dise pour que cela devienne vrai. » Frigard a commencé à travailler comme vendeur de voitures et l'endroit s'est avéré être un terrain de chasse généreux. En 1996, à l'insu de Maria, Frigard a rencontré et entamé des liaisons avec plusieurs autres femmes, les séduisant avec son escroquerie diabolique. Parmi ces femmes, Frigard semblait éprouver un plaisir malveillant à faire souffrir Elizabeth Bartholomew, âgée de 22 ans. Elizabeth a été envoûtée par Frigard, pensant qu'il était un espion du MI5, et a contracté pour lui 2 emprunts d'un montant total de 14 500 livres. Mais c'est le contrôle sadique que Frigard exerce sur Elizabeth, qui est le plus troublant. Il lui interdisait de se maquiller et même d'utiliser des serviettes hygiéniques, afin de la rabaisser et de tester sa loyauté envers sa cause fictive. Et son pouvoir était tel qu'elle s'y est pliée. La cruauté à l'égard d'Elizabeth était inédite en comparaison aux autres personnes avec lesquelles il était en contact. Il lui a dit par exemple qu'elle ne pouvait pas retourner dans son appartement parce qu'il y avait un tireur embusqué dans son quartier. Et que si elle revenait dans la journée, elle serait abattue. Et que si elle revenait dans la nuit et allumait les lumières, elle serait aussi abattue. Lorsqu'elle est retournée dans son appartement 1 ou 2 fois, c'était la nuit. Les lumières étaient éteintes et elle rampait sur le sol pour éviter quelqu'un, qui pensait-elle, était sur le point de lui tirer dessus depuis un autre appartement. Il lui a fait changer d'apparence, décolorer ses cheveux, et porter un sari, de sorte qu'elle était une femme blanche aux cheveux blonds décolorés portant un sari. Il lui a pris ses autres vêtements. Il l'a fait se déshabiller pour lui dans un parc public. Toujours ces mêmes tests étranges et cruels dont il avait l'habitude. Et pour ce qui est d'elle, il avait déjà reçu son argent. Il n'y avait plus de gain financier à ce stade en ce qui la concerne. C'était un test malveillant d'une série d'instructions méchantes qu'il lui donnait, sans autre but que leur apparente cruauté. Il est tout à fait clair que pour Andy Frigard, les gens n'étaient pas des créatures sensibles avec des émotions qui doivent être valorisées. Ils ne sont que des choses à manipuler ou des objets si vous voulez. Les gens peuvent être manipulés pour le plaisir et c'est ce qu'il a fait. Il a ramassé des gens en chemin, s'est amusé avec eux. Il la faisait attendre dans des lieux. C'était son test. Il lui disait « Je te dépose ici. Attends-moi là. Je serai de retour dans quelque temps. » Je crois qu'une fois, il l'a laissé là pendant 4 ou 5 jours voire une semaine, sur un banc public à l'attendre, avec juste une barre de Mars à manger. Il faisait la même chose avec Sarah. Il lui demandait d'attendre. De l'attendre à un endroit précis. Une fois, Frigard a même conduit Sarah à l'aéroport et l'a laissée sur place en lui demandant de l'attendre. Frigard ne revient que 3 semaines plus tard. Et Sarah, obéissant à celui qu'elle croit être un espion, doit dormir à la dure dans l'aéroport et se débrouiller pour se nourrir. La cruauté de Frigard devenait infinie. Elle n'avait ni limite ni contrôle. Elle a longtemps été sans domicile fixe. Il l'a fait attendre. Elle attendait à l'aéroport d'Heathrow, elle vivait là, se déplaçait et se faisait déplacer par les agents de sécurité. Elle a donc été très isolée et a été écartée de sa famille. Son père était très méfiant, il ne croyait pas du tout Frigard, probablement depuis le début, et a lancé un certain nombre d'enquêtes sur lui, auxquelles Sarah a été chargée de mettre fin. Car elle mettait en péril leur couverture. À venir, alors que Frigard piège de nouvelles victimes avec son arnaque tordue du MI5, il a également déclenché une réaction en chaîne d'événements qui l'ont mené à sa perte. Scotland Yard avait une équipe, en fait plusieurs équipes de surveillance, stationnées dans tout l'aéroport d'Heathrow à la recherche de Frigard.
Robert Andy Frigard est probablement l'escroc le plus sophistiqué et le plus sinistre que j'ai jamais rencontré au cours de ma carrière. Robert Andy Frigard a redéfini le terme d'escroc en termes d'ampleur, d'ambition, de cruauté et de malice. Il s'agissait d'un agent du MI5 qui était menacé par l'Iran. Beaucoup de femmes disaient qu'il était un très bon amant. Il est attirant pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Il a la capacité d'attirer les gens. C'était un excellent manipulateur. En 1998, Frigard avait contrôlé et escroqué Sarah Smith, John Atkinson et la mère de ses enfants, Maria Andy, pendant 5 ans. Mais cette année-là, il a perdu le contrôle de John, un homme qui en l'espace d'une demi-décennie avait donné aux faux espions, qui croyait-il le protégeait, environ 400 000 livres venant de sa famille. Lorsqu'il demandait de l'argent à sa famille, John Atkinson leur avait toujours promis qu'il avait rencontré les supérieurs de Frigard. Mais en réalité, il n'avait vu qu'un seul homme, le diabolique Frigard. Après 5 ans, John a finalement avoué la terrible vérité à sa famille, qu'il a alors convaincu de rentrer chez lui. Mais il était apparemment trop choqué et trop effrayé pour aller voir la police. L'inquiétant contrôle de Frigard était toujours en place. L'un des aspects intéressants de l'histoire est ce contrôle qui lui a été très utile, car il comprenait un système de pression en bloc. Le système est un élément de escroquerie dans lequel on intègre quelque chose qui empêche la victime d'aller voir la police. Et donc ce système était incorporé dans l'escroquerie, car son histoire entière était que leur vie était en danger. Ils devaient rester sous couverture. Ce sont les services secrets, alors bien sûr ils ne pouvaient pas détruire leur couverture, ni aller voir la police. Si Frigard a perdu John, il peut toujours s'amuser avec Sarah et Maria, ainsi que son nouveau jouet, Elizabeth. Ses victimes étaient éparpillées dans tout le Royaume-Uni, à lui donner de l'argent et lui obéir. En 2000, Frigard travaillait comme vendeur de voitures à Londres, et il n'a pas tardé à trouver sa prochaine victime, Renata Kister. Il travaillait pour un concessionnaire et elle est venue acheter une voiture. Il lui a ensuite demandé d'investir dans un certain nombre de voitures différentes, parce qu'il avait l'intention de créer une sorte de parc automobile. Il a probablement pris environ 20 000 livres à Renata. Il a donc fait travailler Sarah pour Renata, tout en lui disant que Sarah était sud-américaine, qu'elle ne parlait pas un mot d'anglais et qu'elle était témoin, je crois, dans un procès pour trafic de drogue, et qu'elle était infiltrée pour cela. Et Frigard a commencé à jouer encore plus de jeux avec ses victimes et ses maîtresses. Bien qu'il ait obtenu la totalité du fonds fiduciaire de Sarah Smith, Frigard a continué à abuser cruellement d'elle, tout en se faisant passer pour un espion infiltré. Elle a également séjourné dans une maison, où elle était enfermée dans la salle de bain. En fait, Renata était en bas, dans une autre partie de la maison. Je pense qu'il lui a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre en bas, mais qu'il ne devait pas se voir, car cela compromettrait sa sécurité et sa couverture. Elle était dans une salle de bain pendant des jours, à boire de l'eau et manger la nourriture qu'il lui donnait. Fin 2001, la relation de longue durée entre Frigard et Maria Andy a pris fin. Maria vivait comme une recluse, en élevant les 2 filles qu'elle avait eues avec Frigard. Après 8 ans de peur et de tourments, Maria s'est finalement réfugiée chez ses parents après que le faux espion l'ait violemment attaquée. Mais Frigard avait encore Elizabeth, Renata et Sarah à manipuler pour l'argent, le sexe et ses jeux de pouvoir tordus. Mais Frigard avait séduit une autre femme, une avocate londonienne du nom de Caroline Cooper. Après une idylle fulgurante, Frigard a séduit Caroline par son charme et ses mensonges, et elle a cru comme beaucoup d'autres de ses victimes, qu'elle allait devenir sa femme. En réalité, il se servait d'elle pour alimenter et financer son fantasme, volant 14 000 livres sur son compte de la société de crédit immobilier, et empruntant également des milliers de livres, sans avoir l'intention de les rembourser. Les femmes avec lesquelles Robert Andy Frigard a eu des relations étaient loin d'être stupides. Vous savez, elles étaient intelligentes, c'étaient des professionnels. Je pense que certaines ont vraiment cru aux mensonges, et je crois que ce sont elles qui ont été maintenues dans une sorte de peur. Mais pour d'autres, elles ont été séduites et elles ont ensuite commencé à douter. La famille de Caroline commençait à s'inquiéter de son futur gendre. Et Robert Andy Frigard, dans le but de les rassurer, a commis l'irréparable, l'erreur tout à fait inexplicable qui allait le conduire à sa perte. Frigard a donné avec confiance à la famille de Caroline Cooper le numéro de téléphone d'une personne qui pouvait se porter garante de sa bonne moralité et de sa fiabilité. Mais la référence qu'il leur a proposée était le père de Maria Andy, un homme qui pendant 8 ans a assisté impuissant à la manipulation,
la maltraitance physique et morale de sa fille par le faux espion du MI5. Évidemment, il ne s'est pas porté garant. Lorsqu'ils sont allés le voir et ont demandé « Que pensez-vous de ce type Frigard ?», il n'a probablement pas été très élogieux, ce qui a mis fin à la relation. Mais bien sûr, il est revenu sur sa parole, il a pris l'argent de Caroline et ne le lui a pas rendu. Elle s'est alors adressée à la police. Et après un certain temps, elle a réussi à les persuader qu'il s'agissait d'un délit et non pas d'une simple dette civile. Et bien sûr, elle a ensuite fourni une connexion entre elle et Maria, ce qui a permis à la police de suivre la piste et de parler avec cette dernière. Puis, de Maria, ils sont passés à Ian Peter Smith, le père de Sarah Smith. Il a donc créé la chaîne qui l'a piégé. L'étrange erreur de Frigard a créé une réaction en série. Il n'était absolument pas au courant de l'enquête. En septembre 2002, Frigard est passé à sa dernière victime connue, une psychologue pour enfants américaine vivant au Royaume-Uni, Kimberly Adams, qui avait été séduite par ses récits palpitants d'espionnage sous couverture. This fantasy appealed to her. Ce mensonge, la séduite, et le charme et l'image de James Bond qui l'accompagne, l'ont fait tomber amoureuse de lui. Tout était merveilleux, parce que les espions vont dans de très bons restaurants, conduisent des voitures de luxe, vous achètent des cadeaux très chers, vous emmènent en voyage le week-end. Mais une fois qu'elle s'est impliquée dans sa vie, et qu'elle a accepté le fait qu'il était un espion, qu'elle allait vivre une vie avec un espion, tout cela a changé radicalement. Il lui a fait changer son apparence. Il lui a dit qu'il faudrait faire des sacrifices. Il lui a dit que les contacts avec sa famille seraient limités et qu'elle devrait changer d'emploi. Il a donc pris le contrôle de sa vie. Il a découvert que son beau-père venait de gagner à la loterie américaine. Il venait de gagner 20 millions de dollars, quelque chose comme ça. Il a probablement vu qu'il y avait là une possibilité d'obtenir de l'argent, et ils ont donc rapidement pris contact avec sa famille américaine. Frigard obligeait Kimberly à demander de l'argent à ses parents, en leur disant qu'il servait à financer leurs études à l'école d'espionnage. Il leur disait qu'ils avaient tous deux passé les examens, qu'elle avait échoué à l'un d'entre eux, et qu'elle avait dû débourser de l'argent pour pouvoir repasser l'examen à l'école d'espionnage. Bien sûr, lui n'a pas échoué, il a réussi ses examens. Il est intéressant de noter que sa famille a commencé à douter car Kimberly n'avait jamais échoué à un examen auparavant. Ils ont alors contacté le FBI pour savoir s'il disait la vérité. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ces victimes avaient des personnes qui les aimaient et qui veillaient sur elles. Se préoccuper d'un autre être humain est au-delà de son vécu. Il était si inhumain qu'il ne pensait pas au fait que d'autres fassent ce que les humains font pour se protéger les uns les autres. Grâce aux fonds illimités fournis par la famille de Kimberly qui a gagné à la loterie, les mensonges de Frigard ont été relayés de l'autre côté de l'Atlantique. Mais Frigard ne se doutait pas que les appels qu'il passait aux États-Unis, pour demander de l'argent afin de financer sa fausse vie d'espion, étaient surveillés par Scotland Yard et le FBI, sous la direction de l'agent spécial Jacqueline Zappacosta. Nous avons appris que M. Frigard avait agi de la sorte, non pas seulement avec Kimberly, mais avec cette autre femme et un homme, pendant plus d'une décennie. C'était une personne très puissante. Il s'agit d'une personne qui a maîtrisé son art. C'était un adversaire redoutable, même pour le FBI et même pour Scotland Yard. Nous avons donc pensé à utiliser Robert Andy Frigard pour se piéger lui-même. J'ai envoyé une communication urgente aux bureaux locaux où vivaient les deux parents, en Iowa et en Arizona, et je les ai chargés de les convaincre de nous aider. Une fois les parents convaincus de travailler avec nous, ils ont fait un excellent travail. Et tous deux nous ont permis, à nous le FBI, d'enregistrer les conversations avec Kimberly. Pendant 6 semaines, nous avons travaillé 24 heures sur 24, le FBI et Scotland Yard, sur 5 fuseaux horaires. Et nous avons étudié les appels. Nous avons étudié la réaction de Frigard lorsqu'il parlait aux parents. Nous avons aussi étudié la réaction de Kimberly lorsqu'elle leur parlait. Petit à petit,
Par l'intermédiaire de la mère de Kimberly, nous les avons convaincus que la seule façon pour elle de donner plus d'argent à Robert Freegard était de le rencontrer avec Kimberly à l'aéroport d'Heathrow et qu'elle arriverait avec 20 000 $ en espèces américaines qu'elle remettrait volontiers à Robert si elle pouvait s'assurer que sa fille était en sécurité. Nous avons donc lancé l'appât. Freegard a mordu à l'hameçon. Les forces américaines et britanniques doivent assurer le succès de l'opération et de la sécurité de la mère de Kimberly sans éveiller les soupçons de l'escroc du MI5. La police métropolitaine et le FBI ont fait venir la mère de Kim la veille au soir, l'ont cachée dans une chambre d'hôtel du centre de Londres et l'ont informée tout au long de la nuit des aspects liés à la sécurité, à la collecte de preuves, à la façon dont elle devait marcher, se comporter et parler lorsqu'elle était avec lui. À ce stade, nous étions très inquiets au sujet de Kimberly, car nous savions qu'il avait tendance à cacher les gens. Nous étions donc préoccupés par le fait que si nous le coincions, nous ne pourrions pas avoir Kimberly. Nous ne trouverions pas Kimberly. Nous avons donc fait comprendre à la mère de Kimberly Adam qu'elle ne devait pas remettre ou dire qu'elle allait donner de l'argent avant d'avoir vu sa fille. Le lendemain matin, nous l'avons ramenée en cachette à Heathrow. Scotland Yard avait une équipe, en fait plusieurs équipes de surveillance, stationnées dans tout l'aéroport d'Heathrow à la recherche de Freegard. Il a rencontré la mère de Kimberly et a commencé à lui parler. Elle a donné certains signaux à la police métropolitaine qui la surveillait. Ils ont été suivis jusqu'à un parking de l'aéroport d'Heathrow, où Kimberly l'attendait dans une voiture. Dès que les agents ont su que Kimberly était là et qu'elle pouvait être sauvée, ils ont agi et l'ont arrêté. Robert Andy Freegard a finalement été placé en détention après 10 ans de cruauté. Kimberly est sauvée, mais la police doit démêler l'histoire de cette étrange escroquerie et retrouver Sarah et Elizabeth, qui se cachent de l'IRA. Pour autant que je sache, il a quitté Caroline ainsi que Renata. Sarah était portée disparue, nous ne savions pas où elle était. Lors de son premier interrogatoire par la police, il n'a répondu à aucune des questions qui lui ont été posées. Je pense qu'ils ont passé 2 ou 3 heures à l'interroger sur les différentes personnes. Il aurait pu nous dire où se trouvait Sarah et où se trouvait Elizabeth, mais il ne l'a pas fait. Il n'avait donc aucun remords, ni aucune compassion pour les personnes avec lesquelles il avait des relations sexuelles. À venir, Freegard étant en garde à vue, la police doit retrouver les victimes disparues et enfin rompre le charme que l'escroc a exercé sur elle pendant 10 ans. Lorsqu'elle a été trouvée, elle était très maigre et absolument terrifiée. Robert Andy Freegard a réussi une énorme tromperie. Pendant 10 ans, Robert Andy Freegard a cruellement convaincu ses victimes qu'il était un espion du MI5, afin de les séduire et de les effrayer pour qu'elles lui donnent de l'argent. Il repousse les limites, il teste les limites de son pouvoir. Il a fait ce qu'il fallait pour nourrir ses propres pulsions sadiques. Certaines ont dû dormir dans des salles de bain. Il entretenait des relations intimes avec ces personnes. Ces femmes ont vécu dans des terminaux d'aéroport pendant des semaines. C'est une sorte de James Bond. Elles dormaient sur des bancs publics. Il a fini par devenir leur marionnettiste, parce qu'il contrôlait tout leur monde. En 2003, Robert Andy Freegard était en garde à vue et ne parlait pas. La police montait le dossier et cherchait désespérément à retrouver ses victimes disparues. Nous avons rassemblé les pièces du puzzle. On a trouvé les passeports d'autres femmes. On a trouvé des lettres et des cartes d'autres femmes. Nous avons trouvé des photos d'autres femmes. Au cours des mois qui ont suivi, la police a littéralement sauvé des femmes qui se cachaient depuis des années. En fait, le secret de la réussite de Andy Freegard réside dans la peur qu'il inspirait à ses victimes. Ainsi, lorsque la police est venue leur dire « Vous savez, vous avez été manipulés, nous devons vous parler », leur première réaction a été de dire « Oh, un instant, on m'a prévenu que cela allait arriver. Je suis préparée pour ça. » Et elles étaient sur leur défense. Mais Sarah Smith, qui était sous l'emprise de Freegard depuis une décennie, était toujours portée disparue et pensait que sa vie était en danger. Nous étions surtout préoccupés par le sort de Sarah, qui était avec lui depuis 1993. Elle avait perdu tout contact avec ses parents depuis environ un an et demi. Nous étions très inquiets, car nous savions qu'il avait tendance à mettre les gens dans des positions très difficiles. Par chance,
l'un des documents découverts, les conduit à Renata, l'une des victimes de Frigard qui à son tour, se révélera précieuse pour aider à retrouver la victime dont il a abusé pendant une décennie. C'est elle qui nous a conduits à Sarah, car elle l'employait comme femme de ménage. Elle pensait que Sarah était sud-américaine et qu'elle était sous protection de témoins. Les agents ont alors été informés de l'endroit où cette dame, qui s'est avérée être Sarah Smith, faisait le ménage. La police a dû relever le défi de convaincre Sarah Smith que son monde était le fruit des fantasmes de Frigard. Elle s'y est d'abord montrée très réticente, ayant manifestement investi 10 ans de sa vie dans ce qui allait s'avérer être un mensonge. Mais elle a été emmenée au poste de police pour prouver la bonne foi des officiers qui lui parlaient. C'est alors que toute l'histoire a été révélée sur ce qui lui était arrivé. Et cette femme a vraiment souffert. Lorsqu'elle a été trouvée, elle était très maigre et absolument terrifiée. Il l'avait complètement sous son contrôle, à tel point qu'il contrôlait l'endroit où elle vivait, ce qu'elle mangeait. Je ne pense pas qu'il soit possible d'exercer un contrôle plus total sur une personne à moins de la soumettre à des contraintes physiques. Les principales victimes ayant été retrouvées, un dossier se constitue contre Frigard et sa fausse escroquerie du MI5. Robert Andy Frigard a été inculpé de 4 chefs d'enlèvement et de nombreux chefs de vol et de tromperie, ce qui ne l'a pas empêché de nier les accusations et de demander une libération sous caution. J'ai soumis sa demande de mise en liberté sous caution. J'ai dit au juge, qui était en fait le juge de première instance, nous sommes très inquiets à son sujet, nous ne savons pas exactement ce qu'il se passe, il va s'enfuir. Je ne sais pas pourquoi il a fait toutes ces choses. À ce stade, le juge a dit au premier conseil de la défense, je ne vais certainement pas envisager une libération sous caution, tant qu'il n'aura pas fait l'objet d'un rapport psychiatrique. Il a refusé le rapport psychiatrique et est donc resté en détention. Il est resté en détention pendant environ 18 mois dans l'attente du procès, ou en tout cas un peu plus d'1 an. En octobre 2004, en plaidant non coupable, l'affaire Frigard a été portée devant les tribunaux. Au bout de 8 mois, le jury a reconnu Robert Andy Frigard coupable de 2 chefs d'enlèvement, 10 de vol et 8 de tromperie. À ce stade, le juge a déclaré, je pense imposer une peine de prison à vie, comme il est possible de le faire pour un enlèvement. Mais si vous avez un rapport psychiatrique, cela pourrait vous aider. Et cela pourrait aussi me convaincre de vous donner une peine moins lourde. Une fois de plus, après avoir consulté son avocat, il a d'abord refusé d'obtenir un rapport psychiatrique. Quelques heures plus tard, il a dit « Oui, j'aurai un rapport psychiatrique ». La sentence a donc été reportée de 4 semaines, dans l'attente du rapport psychiatrique. Lorsqu'ils sont revenus, la défense avait manifestement vu le rapport psychiatrique, mais ne voulait pas que le juge en prenne connaissance. Sachant qu'à ce stade, la seule alternative serait l'emprisonnement à vie. Il préférait ça, plutôt que de laisser le juge prendre connaissance du rapport psychiatrique, quel qu'il soit. Vous pouvez donc deviner ce que dit ce rapport psychiatrique, mais cela n'a pas dû être bon pour lui. Le contenu du rapport psychiatrique reste un mystère complet. La condamnation à perpétuité a été une victoire en demi-teinte, mais de courte durée. Lorsque Frigard a fait appel et que les accusations d'enlèvement ont été annulées, la peine a été réduite de manière choquante à 10 ans. Les accusations d'enlèvement ont été abandonnées parce que Andy Frigard n'a pas utilisé de menottes, de serrures et de clés, ni de cordes pour lier les gens. Mais ce qu'il a utilisé, ce sont ses talents de manipulateur pour maintenir les gens dans des liens psychologiques très étroits, ce qui n'est pas rien. Je pense que ces liens psychologiques sont tout aussi graves que des cordes ou des liens. En fait, je pense que les dégâts qu'il a causés sont absolument inimaginables. Ces personnes sont probablement encore attachées et empêtrées dans une sorte d'emprise de sa part. Mais la loi ne l'entend pas ainsi. Après une décennie passée à jouer cruellement l'agent du MI5, l'héritage de Frigard, qui a détruit des vies avec ses illusions tordues et déformées, ne sera pas oublié de sitôt. Ce qui est le plus extraordinaire à propos de cet escroc, c'est la durée pendant laquelle il a perpétré cette série de crimes, tout à fait effroyables. Nous parlons de 10 ans.
Robert Andy Frigard a déclaré « Si vous dites un mensonge, faites qu'il soit gros ». Il semble en fait fier de l'ampleur qu'il a prise et de la tromperie dont il a fait preuve à l'égard d'une autre personne. Il s'agissait d'avoir le contrôle et de voir jusqu'où on pouvait pousser quelqu'un. Il pouvait convaincre les gens qu'il était quelqu'un d'autre au point de pouvoir non seulement prendre leur argent, mais aussi diriger leur vie. Étonnamment, Frigard est aujourd'hui en liberté après avoir purgé seulement 5 ans de prison, soit la moitié du temps pendant lequel il a cruellement manipulé ses victimes. Les victimes de Frigard reconstruisent leur vie. Sarah Smith a entamé une carrière de photographe et John Atkinson est désormais enseignant. Bien qu'il ne les ait pas battus, les victimes doivent vivre chaque jour avec les cicatrices mentales de l'épreuve qu'il leur a fait subir. Cela a dû être un grand événement pour eux de pouvoir s'y retrouver. Ils ont dû se construire de nouvelles identités et recommencer à zéro. Et j'imagine que cela a dû être incroyablement difficile.